Bonjour à tous. Donc notre première conférence va commencer. Merci aux dernières personnes de s'installer. Nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Emprunt, qui est maître de conférence au Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations à l'Université de Reims. Ces thèmes de recherche concernent l'analyse des pratiques de formation aux technologies, l'analyse des usages des technologies numériques et des pratiques enseignantes. Sa conférence va nous permettre de questionner plus particulièrement la place des artefacts numériques. Quand on parle d'artefacts numériques, on peut parler de logiciels de géométrie dynamique, de tableaux numériques interactifs, d'impression 3D, de dispositifs de visioconférence, d'exerciceurs, de serious games, de simulateurs informatiques de classe, etc. Et on va s'intéresser à ces artefacts numériques pour apprendre les mathématiques, pour les enseigner, pour former les enseignants de mathématiques. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup pour cet accueil, cette invitation. C'est extrêmement plaisant d'être parmi vous aujourd'hui pour effectivement parler d'une partie de mes recherches qui porte sur l'analyse des pratiques de formation. Je fais partie de deux équipes de recherche, le CEREP, Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les professionnalisations de l'Université de Reims, et l'équipe Hermel de l'IFE, ENS de Lyon. Alors, pour cette conférence qui va porter sur les formations aux usages du numérique des enseignants de mathématiques, j'ai choisi une entrée qui avait déjà été prise par Jean-Baptiste Lagrange quand on lui avait demandé de faire un travail autour du TNI. Il s'était posé la question de regarder, non pas le TNI, mais regarder un artefact qui était installé depuis un petit peu plus longtemps, le tableau noir. Et il avait essayé de regarder comment le tableau noir était rentré dans les mœurs. Et quand je dis depuis un peu plus longtemps, finalement, on a l'impression que c'est un artefact qui est présent depuis toujours, qui est symbolique de l'école. Et en fin de compte, il est obligatoire depuis 1850. Et donc de regarder comment cet artefact s'est installé progressivement et de voir ses différences avec le tableau numérique. Alors pour moi, il ne s'agira pas de regarder comment un artefact s'impose, mais bien de regarder comment d'autres artefacts se sont progressivement imposés dans les pratiques, comment est-ce qu'ils ont évolué, et d'essayer d'en tirer des conclusions pour la formation des enseignants. Alors, je vous propose une conférence en 4 temps. Donc, un premier temps avec 3 exemples et des questions. Un second temps où on va essayer de regarder vers le passé. Alors, je n'ai pas du tout de visée, de prétention de vous faire un historique des usages, des outils depuis la préhistoire, mais de vous montrer des éléments clés qui en tout cas, moi, m'ont semblé clés pour comprendre des phénomènes qui sont liés à la formation des enseignants et aux usages des technologies. Ensuite, une analyse des recherches existantes. Et enfin, des propositions pour la formation des enseignants à et avec le numérique. Voilà donc pour le plan. Alors, 3 exemples en guise d'introduction. Alors, j'ai un tout petit peu hésité à employer ce mot-là si proche du château de Blois. Je me suis dit qu'il allait peut-être pas me porter... mais enfin bon. Alors, donc pour commencer, une légende urbaine. Alors, je le précise, ça n'a pas un fond de vérité, mais je trouve que cette légende, elle est assez instructive. En fait, quand les Américains sont partis dans leur programme spatial, ils ont été confrontés à une difficulté spécifique, c'est qu'en apesanteur, les stylos avec lesquels ils travaillaient habituellement ne fonctionnaient plus. Parce que, effectivement, les stylos, à l'origine, il faut quand même la pesanteur pour pouvoir les faire fonctionner. Et donc, la légende voudrait qu'ils ont demandé à un grand fabricant de stylos de fabriquer un stylo pressurisé de façon à pouvoir donc l'emmener sur les missions spatiales. Alors, ce stylo, il existe vraiment. Donc, il a été fabriqué et il fonctionne donc avec une pression d'azote à l'intérieur. Donc, ça aurait soi-disant coûté des millions de dollars. Et la légende voudrait aussi que les Russes, vous savez ce qu'ils ont fait, eux ? C'est qu'eux soient partis avec des crayons de papier. Alors, c'est une légende urbaine pour que la NASA n'a jamais demandé au fabricant de stylos de fabriquer ce stylo. Le fabricant de stylo l'a fabriqué de lui-même. Il existe vraiment, comme je vous disais. Et puis le problème avec le graphite, c'est que ça fait de la poudre en apesanteur. Vous saviez que c'est conducteur.
et qu'il y a un deuxième problème dans les stations spatiales, c'est que le crayon de papier ou le crayon de bois est en bois, et que c'est un ennemi, le feu est un ennemi des stations spatiales, donc on n'emmène pas de morceaux de bois comme ça dans l'espace. Donc c'est une légende urbaine, soit, mais moi il me semble que c'est une métaphore qui me semble pertinente pour démarrer une conférence, parce qu'elle permet de poser un premier problème, c'est pourquoi est-ce qu'on forme les enseignants au numérique? Est-ce qu'on n'est pas tenté parfois de faire comme la métaphore avec les Américains et les Russes, c'est-à-dire d'inventer des systèmes complexes pour faire des choses qu'on pourrait faire sans? Alors ça peut paraître un peu provocateur sur une conférence sur le numérique, je suis formateur aux usages du numérique, mais moi ça me semble très important de se poser systématiquement cette question de la plus-value. Alors ce n'est pas un terme qui est très joli, la plus-value, mais en tout cas de se poser la question de est-ce qu'on peut faire sans et quel est le bénéfice-coût en quelque sorte des usages des technologies numériques. Donc ça, c'est pas une question pessimiste, c'est vraiment une question de mise en garde pour le formateur au numérique que je suis. Alors, un autre exemple, c'est par rapport aux artefacts. Alors juste, je place mon propos par rapport au terme artefact par rapport à Rabardel. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'approche instrumentale, juste vous dire que ce qui me semble intéressant dans la définition de Rabardel, c'est qu'il distingue instrument d'artefact. L'artefact étant l'objet qui a subi une transformation par l'homme, objet symbolique ou matériel, et que l'instrument, c'est quelque chose qui est constitué, fabriqué par un individu, donc c'est un construit, et il y a deux composantes, donc la part artefact et la part usage. Ça a été un peu évoqué ce matin dans la présentation, les schèmes d'usage qui peuvent être individuels et ou sociaux. Donc c'est pour faire une distinction entre l'objet et ensuite l'objet avec ses usages, qui est fait l'objet d'une appropriation par les individus. Alors les artefacts, un des problèmes auxquels sont confrontés les enseignants, c'est qu'ils sont nombreux, ils sont variés, ils évoluent vite. Donc là, vous avez un TNI, les ordinateurs, les tablettes, les logiciels de géométrie dynamique, la robotique, les smartphones avec le BIOD, Bring Your Own Device, donc les robots, la programmation avec les logiciels comme Scratch ou Blockly, etc., les robots Timio, vous avez là un Maquet, des logiciels pour fabriquer ses propres applications sur smartphone, on y reviendra. Le problème, c'est que tout ça, c'est à disposition des enseignants et qu'il va falloir faire du tri justement dans la plus-value d'utiliser ces artefacts-là, qui sont pour certains onéreux et qui pour certains demandent une organisation spécifique. Alors, justement, pour réfléchir à la plus-value, je voulais vous présenter un petit morceau de vidéo d'un grand constructeur de tableaux numériques. C'est sa vidéo de présentation du tableau numérique qui est disponible sur YouTube. Donc ce n'est pas du tout un fake, c'est vraiment une vraie présentation. Alors voilà, puis on va en parler un petit peu après. Ce qui est le plus passionnant dans ce logiciel, ce sont ses outils interactifs. Montre aux élèves comment utiliser un rapporteur et tracer des angles. Nous allons revenir là-dessus dans un instant et vous verrez si vous pouvez tracer un angle à 90 degrés. Voici le rapporteur. C'est plus qu'une image, c'est un outil interactif. Regardez comment je le fais pivoter sur son axe. Je vais prendre un stylet et tracer autour de ce rapporteur. Regardez le résultat. Vous pouvez le faire ? Alors, si on passe sur le tout petit effet de doublage qui est vraiment infime, il y a quand même derrière cette vidéo, c'est quand même l'enseignant qui est principalement au tableau, qui montre aux élèves. Il y a interactif, c'est faire pivoter sur son axe. Il y a le traceur qui trace à travers le rapporteur. Et puis la dernière question qui est quand même perverse, là par contre, c'est est-ce que vous pouvez faire comme moi ? Eh bien non, nous on ne peut pas tracer à travers le rapporteur, outre le fait que pour tracer des angles droits, on aurait peut-être pensé à d'autres outils que le rapporteur, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Donc là, on est quand même sur la démonstration du tableau et on est sur quelque chose qui pose problème d'un point de vue pédagogique. Alors, justement, dans la même vidéo, on a quelque chose pour des plus jeunes enfants qui, à mon avis, pose d'autres problèmes. Regardez comme il est simple d'utilisation. Je clique sur les stylets et ils apparaissent en bas.
Les enfants, regardez attentivement, car je vais écrire quelque chose ici et vous allez devoir me dire ce qu'est ce chiffre. Vous avez vu? Vérifions si vous avez raison. Ce n'est pas génial, ça? Alors, ce Regarde. n'est pas génial ça. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, bon, les enseignants peuvent avoir des TNI, hein, et encore une fois, j'ai rien contre cet artefact-là en particulier, mais s'ils font ce qui est proposé là, c'est-à-dire écrire en blanc sur un tableau, et ensuite utiliser le pot de peinture pour remplir et faire une validation, moi, ce qui me pose problème, c'est comment est-ce que l'élève peut comprendre ce qui s'est réellement passé là. C'est-à-dire que nous, on sait, on a déjà rempli dans des logiciels de dessin des zones, on s'est déjà fait avoir que la zone n'était pas fermée, que ça déborde partout, etc. Mais là, un élève de maternelle, qu'est-ce qu'il peut comprendre du fait que j'utilise un pot de peinture pour remplir un écran blanc et que je l'avais écrit en blanc sur le tableau numérique et que du coup, ça fait apparaître le 6. D'ailleurs, elle ne l'a pas bouclé, hein, pour qu'en plus la peinture puisse rentrer à l'intérieur. Et puis, c'est tout ce qui est lié à l'attention, à la motivation et aux aspects magiques de cet outil-là. Donc moi, il me semble qu'il faut d'abord être très très attentif aux artefacts qu'on utilise, mais surtout la façon dont on les utilise et que ce qu'on propose, ce qu'on transpose, parce que là c'est une transposition. On voit des enseignants qui disent, voilà, ce chiffre-là là, que je dessine dans l'air, je ne sais pas si je fais dans le bon sens pour vous d'ailleurs, ce chiffre-là que je dessine dans l'air, lequel est-ce, etc. Donc c'est une transposition matérielle informatique sur un artefact, mais on ne contrôle pas ce que l'élève connaît de l'artefact. Donc il faut de toute façon, quand on utilise des artefacts, se poser la question de ce qu'on a appelé tout à l'heure ce matin les genèses instrumentales, c'est la façon dont l'élève s'est approprié cet outil-là et de ce qu'il peut en comprendre. Alors, pour continuer le troisième exemple d'introduction, c'est à quoi former les enseignants, à quels usages, à quels artefacts. Alors, quand je préparais cette conférence la semaine dernière, on est en pleine correction des copies pour les masters et préparation des jurys, et je suis tombé sur un écrit d'étudiant qui m'a semblé intéressant à lire avec vous. Donc, c'est un étudiant donc, de Master 2 en maths qui rend un écrit autour du numérique et qui fait son analyse d'usage des outils numériques. Et donc il dit intégrer des TIS au sein de ces séquences est un travail conséquent. Ça d'abord, il y a une question de coût, on est d'accord. Cela nécessite une lucidité sur les difficultés que les élèves vont rencontrer, or cette lucidité ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Alors là déjà, on peut avoir une question sur le fait que est-ce que nous, notre rôle de formateur, c'est pas justement d'accélérer l'expérience. N'en ayant pas étant jeune professeur, il est nécessaire d'en parler avec les collègues de mathématiques qui ont déjà rencontré ces écueils et peuvent donc éviter des fiascos potentiels. Donc là, ça pose la question de notre rôle en tant que formateur, puisque là, l'étudiant, qui écrit donc une évaluation et qui m'adresse à moi en tant que formateur, il est en train de me dire que je ne sers à rien finalement. Que ça va venir avec le temps. Vous allez vraiment croire avec la première introduction, et là que je suis quelqu'un de pessimiste, c'est ce qui n'est pas le cas. Mais donc, voilà, et qu'en parlant avec les collègues, ça suffira. Alors, ce que je fais aussi avec les étudiants de master, c'est que je leur demande, j'utilise ce que j'appelle la question contraposée. Alors la question contraposée, c'est un dispositif qui permet donc d'animer un début de réunion, un début de formation pour essayer de faire émerger les représentations du public. Et c'est donc de leur demander comment faire échouer une séance avec les technologies. Et donc, l'idée c'est que autant si je leur demande comment faire réussir, ils vont me donner dans le meilleur des cas ce qu'ils pensent que je veux entendre, alors que là, faire échouer, ils n'y avaient pas réfléchi avant, et on a des réponses plus spontanées. Donc là, vous en avez quelques exemples, c'est écrit un peu petit, mais je vais les reprendre ici. Donc en gros, ils disent que pour faire échouer, il faut ne pas préparer sa séance, pas suffisamment, faire une séance où le numérique n'est pas adapté, pas d'intérêt, donc transformer la séance en jeu ou ne pas la transformer en jeu. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce qu'on avait les deux affirmations. Être confronté à un impondérable extérieur logistique et ne pas s'y être préparé. Ne pas assurer la gestion de la classe. Et ne pas maîtriser la technologie qu'on va utiliser. Alors du coup, moi, dans toutes ces affirmations-là, qu'on va donc inverser dans la formation, donc il faut préparer sa séance et on va réfléchir à ce que c'est que préparer sa séance, comment se préparer aux impondérables, comment assurer la gestion de la classe avec les technologies et comment maîtriser. C'est des choses qu'on va essayer de traiter dans la formation.
Mais c'est surtout faire une séance où le numérique est adapté qui va m'intéresser, c'est-à-dire trouver un intérêt au numérique. Et donc, je leur pose ensuite la question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait le numérique? Alors là, j'ai d'abord préparé les élèves à l'avenir. Donc c'est la première réponse qui leur vient en général. Alors là, moi, je vous ai mis un petit quiz. Si vous voulez essayer de faire le test, je vous ai mis des artefacts et je vous ai mis leur année d'introduction sur le marché. Et donc, vous pouvez rapidement essayer de voir si vous arrivez à identifier les choses. Donc, vous avez le TO7, vous avez la tablette, Skype, Moodle, Google, Facebook. Donc, TO7 82. Alors, je vais vous les passer dans l'ordre chronologique. Hein. Donc, ensuite, c'est Google. Ensuite, il y a Skype. Ensuite, vous avez Facebook, Twitter en 2006. Et le petit dernier, c'est l'iPad. Alors, la question de préparer les élèves à l'avenir, elle est intéressante parce que les élèves qui sont... Alors, moi, je suis de la génération TO7, hein, donc j'ai été formé au TO7. Est-ce que ça m'a formé? Ou alors, comment faire pour que, en me formant sur le TO7, ça me forme à tous les outils qui sont actuellement dans mon milieu professionnel? Et comment faire pour que les élèves qui sont maintenant dans le système éducatif soient formés aux outils qui vont être dans 20 ans et qui ne sont pas sur la diapo de fait. Hein. Donc là, on a une vraie problématique. Et déjà, un premier avertissement, c'est peut-être pas les artefacts qui sont importants, mais beaucoup plus autre chose qu'il va falloir déterminer pour que les élèves puissent être préparés à l'avenir. Mais en tout cas, faire de la dactylo actuellement, je ne suis pas sûr que ce soit réellement les préparer à l'avenir. La deuxième réponse de mes étudiants, c'est les motiver. Alors, les motiver, il y a deux dimensions. Hein. Il y a la carotte et le bâton. Hein. On n'ira pas en tisse si vous êtes pas sage. Et puis, il y a donc la petite image là d'humour. Effectivement, quand vous repensez à la vidéo sur le TNI, on n'est peut-être pas loin de cette dimension-là. Voilà. Et le dernier élément, c'est parce que c'est nouveau. Alors là, c'est donc le fait que ce soit nouveau, que ce soit innovant, que ce soit de l'innovation, qui justifie intrinsèquement le fait qu'on l'utilise. Alors, pour finir cette introduction, ça me renvoie, puisque c'est la problématique de mes recherches, c'est comment former les enseignants, quelle est la place de la formation, quelle est la place de la recherche, et qu'est-ce qu'on sait déjà sur comment est-ce qu'on peut former les enseignants pour qu'eux-mêmes forment les élèves. Alors, je ne voulais pas préciser, mais en se questionnant sur la formation des enseignants, on est obligé de s'interroger sur les pratiques et on est obligé aussi de s'interroger sur les élèves. Donc, je ne me restreindrai pas au dispositif de formation. Et comme je vous l'ai annoncé, mon ambition avec vous, c'était d'essayer de regarder vers le passé et puis d'essayer d'en tirer des clés pour essayer de comprendre ce qu'on peut faire dans la formation des enseignants. Alors, regarder vers le passé, j'ai choisi 4 grands thèmes. L'enseignement à distance, les outils numériques, les outils audiovisuels et les tableaux numériques. Essayer de regarder un petit peu comment est-ce qu'ils sont arrivés dans nos pratiques. Alors encore une fois, sans viser d'exhaustivité, juste les points essentiels. Alors, formation à distance, ça date de quand? Je peux vous laisser réfléchir quelques secondes. Alors, les textes disent 1728. Méthode de Steno, c'est Homberg. Alors, on est déjà loin. On peut aussi voir 1837, la méthode Pitman. Alors, on est aussi sur de la Steno. C'est assez amusant que ce soit ça qui soit la thématique principale. Mais surtout, il y a une clé, à mon avis, en 1840. Et en 1840, ce qui se passe, c'est que il y a le penny black, donc le premier timbre-poste, qui fait qu'on ne fait plus payer le destinataire, mais l'expéditeur, et que le prix de l'envoi est le même partout en Angleterre. Et ça, c'est ce qui va être la clé du développement de cet enseignement par correspondance, parce que ce prix du timbre devient unique et indépendant du lieu où on l'envoie. Donc on peut commencer à développer des dispositifs de formation à distance. Donc là, 1840. Donc on est quand même loin, en termes de développement de cette idée de ne pas être en présence de l'étudiant avec lequel on travaille.
avec donc, comme je vous dis, pour moi, la clé autour de 1840. Alors à l'université, on pourrait se dire, les universités, c'est quand même... on a des fortes craintes. Hein. Il y a encore des pays qui, par exemple, ne reconnaissent pas les diplômes à distance. Hein, le Liban, par exemple, ne reconnaît pas les masters à distance. Donc, c'est 1858, la première reconnaissance de diplôme à l'Université de Londres pour un diplôme réalisé par correspondance. Donc là encore, on a un historique. En France, il y a la mise en place en 1939 d'un service de scolarisation primaire et secondaire par correspondance pour les réfugiés Nord et Alsace et dans les régions méridionales. En 1944, on aura le CNPEP, donc le Centre national d'enseignement par correspondance, puis le CNED, ainsi de suite. Et là, on voit aussi que l'enseignement par correspondance, il se développe surtout pour des personnes qui sont empêchées d'accéder aux études. Hein, là, ce n'était pas le cas à l'origine, hein, mais là, c'est vraiment pour des personnes qui sont... ça va être lié au handicap, aux réfugiés et aux déplacés. Alors, on a aussi des enseignements... donc ça, c'est le premier point. Alors après, ce que je ferai, c'est que je reprendrai les études qui ont analysé l'évolution de ces dispositifs-là, parce qu'évidemment que ces modalités d'enseignement ont fait l'objet... excusez-moi, surtout pour l'enregistrement. Ça a fait l'objet d'études, et donc de regarder ce que ces études peuvent nous apprendre. Alors en termes d'audio... On peut regarder entre 1913 et 1918 le patégraphe, hein, qui permet une méthode d'enseignement des langues grâce à une méthode, le livre que vous avez devant, et puis un disque. Et là, donc là c'est cité par Alain Caroux de la BNF, hein, il fait polémique car il menace le monopole de la parole savante du maître dans sa classe. Alors, vous voyez que... En 1913, on était déjà sur des problématiques qu'on entend nous, hein, c'est-à-dire est-ce qu'Internet va remplacer l'enseignant dans sa classe. Alors, comment ça s'est passé avec ce patégraphe? En fait, pour le rendre acceptable, ils ont introduit des blancs et des caches. C'est-à-dire que dans le disque, ils introduisent des zones de blanc et des caches dans le livre, ce qui permet aux enseignants de l'utiliser en classe, puisqu'il y a des blancs pendant lesquels les élèves peuvent répondre, et donc de gérer leur classe avec cet outil-là, et donc de rester utile à l'utilisation de cet outil-là, cet artefact. Alors, visuel ou audiovisuel, alors bon, je ne suis pas remonté jusqu'à la lanterne magique, mais il y a des écrits hein, sur l'utilisation pédagogique de la lanterne magique. On a les premiers cours radio en 1912 à l'Ohio State University, et puis dans les années 60, les projecteurs et les épiscopes, hein, pour ceux qui se souviennent, qui permettent de diffuser en couleur, donc dans le premier projecteur donc, des films sonorisés, et puis des livres, par exemple pour l'épiscope, on met un livre en dessous et puis on projette en grand. Donc là, on est sur des outils donc, qui existent depuis. Donc, quand on dit voilà, YouTube, ça nous permet de passer des films, alors oui, mais donc, dans les années 60, on pouvait déjà passer des films. On peut avoir un statif de reproduction avec une webcam, mais l'épiscope permettait déjà de faire ça. Alors, on peut s'intéresser quelques minutes au contenu. Donc là, je vais vous diffuser un programme audiovisuel pour la formation des enseignants. Je vais vous en montrer quelques minutes. Il est disponible à la BNF, hein, et donc il fait partie du fonds Canopé, donc du fonds CRN Média. Alors, ceux qui veulent le regarder les yeux fermés pour essayer de le dater peuvent le faire. Et puis, ceux qui veulent le regarder les yeux ouverts peuvent quand même essayer de le dater et surtout d'écouter le discours. C'est sur une thématique dont on a parlé ce matin. Voilà, donc c'est un discours sur le calcul. Alors, l'année Le calcul mental, c'est quelquefois... Donc c'est un film de 78, ouais, sur le calcul mental. Et quand on disait on parle de calcul mental depuis longtemps, voilà. Alors, du coup, voilà, on a là un outil de formation pour les enseignants qui existe depuis longtemps. On a des discours sur le calcul mental. On pourra discuter de ce discours-là si on veut, mais en tout cas, il y a des choses qui se font et ça a existé. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer à chaque fois les mêmes choses, les mêmes dispositifs, en changeant de technologie, en fait, hein. Alors là, un bref historique quand même, hein. Donc 45 services de télévision pédagogique qui est instauré au sein de l'ORTF
En 1951, il devient sous la tutelle du MEN et de l'Institut pédagogique national. En 1962, on crée une radio-télévision scolaire dirigée par Henri Dieuzède. Les fiches pédagogiques sont distribuées par le CRDP, liées aux émissions. Enfin, en 1994, la 5e est créée pour devenir la chaîne du savoir. Alors on pouvait trouver des cours de calcul différentiel à 4 heures du matin sur la 5e à une époque. Et puis le réseau Canopé en 2014. Alors, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que là, vous voyez, quand on cherche réellement les dispositifs de formation qui avaient été associés à ça, on voit les fiches pédagogiques du CRDP, mais on ne voit pas de formation des enseignants derrière tous ces dispositifs-là. Donc ça, c'est un point d'attention sur lequel on va revenir. Donc l'informatique, pour avancer un petit peu. Bon, on pourrait faire remonter la première machine pour apprentissage, la Drum Tutor de Zampa, de Sidney Presset, c'était par Zampa. Donc c'est une machine automatisée à corriger les QCM. Et là encore, on peut se poser la question de quand on fait un correcteur automatique de QCM, par exemple avec Hot Potatoes, qu'est-ce que ça a de différent? Alors, il y a un aspect pratique, il y a des aspects qu'on va pouvoir regarder ensemble. Très rapidement aussi, les premières apparitions de l'informatique, donc les jeux vidéo, donc Oxo en 52, Odyssey en 72, pour ceux qui ont connu, le logo qui s'intercale dans tout ça et la fameuse tortue de Seymour Papert, le MIT, et puis le courant constructionniste. Donc je ne vais pas parler énormément du plan IPT parce qu'il a été beaucoup documenté, mais c'est un plan qui effectivement a marqué aussi l'enseignement et puis aussi le monde de la formation parce qu'il a été associé à une forte implication de la formation et des enseignants, et je reviendrai sur quelques éléments de résultats. Habitat, donc le premier monde virtuel du type Second Life, il a été créé en 86. Et là encore, ce qui me semble intéressant de regarder, c'est que finalement, on se dit, pour ceux qui ont connu Second Life et puis tous les mondes virtuels associés dans les années 2000-2010, en fait, ce n'était pas une invention de 2000, c'était une invention de 86. Mais peut-être que la technologie et les gens n'étaient pas prêts à recevoir ce type d'outils-là et à les utiliser. Mais donc, en 86, c'était un monde virtuel dans lequel vous pouviez avoir votre maison, vivre, etc. Et pour la formation, le premier jeu sérieux qui va être utilisé, le premier jeu qui va être utilisé comme un jeu sérieux, c'est Army Battlezone, donc d'Atari. Et en fait, c'est un simulateur de chars de combat. Et les militaires se sont rendus compte que les programmeurs avaient programmé la chose de façon suffisamment sérieuse pour que les paraboles de tir soient réalistes et qu'ils pouvaient l'utiliser pour former leurs pilotes de chars de combat. Donc c'est la première utilisation qu'on peut dater comme ça d'un logiciel informatique pour former des gens. Alors là, des militaires, mais à former des gens. Et puis, ça va continuer parce qu'effectivement, vous avez des jeux comme America's Army qui est utilisé donc, par les recruteurs de l'armée américaine pour tester les comportements de leurs jeunes soldats ou de leurs futurs recrues. Et cette idée donc, de former les gens grâce à des simulateurs et des outils numériques ou des jeux numériques, eh bien, elle se développe depuis 1993. Donc, il y a des grandes sociétés donc, qui ont lancé des projets pour développer des outils pour former leur personnel et leurs employés. Donc là, vous avez ici, par exemple, la Renault Academy, donc, qui est un simulateur de vente de voitures avec des artefacts humains, donc ce qu'on appelle des agents conversationnels, donc des avatars qui vont pouvoir discuter avec le client et le client qui va être symbolisé par un avatar. Et puis, au niveau des outils numériques, les MOOC. Donc, le premier MOOC français avec certification en 2013. Et puis, la plateforme Fun. Alors, le quatrième exemple que je voulais prendre aujourd'hui, c'est le TNI. Donc, le TNI, TBI, ou en anglais Interactive Whiteboard, date de 88 par Xerox, et ça s'appelait le Liveboard, commercialisé en 91. Ce qui me semble intéressant, c'est de garder en tête qu'en France, on a une opération TBI prime. En 2007, il y avait 2500 TBI. Et puis en 2008, grâce à l'opération, on passe à 14 000, qui était prévu en 2008. Donc vous voyez, on a une commercialisation en 91 et une arrivée en France en 2008. Et si on regarde en parallèle ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, eh bien on voit qu'en 2009, ils avaient déjà 77% de leur classe qui étaient équipées. C'est-à-dire que nous, on est arrivé après une vague d'autres pays qui s'étaient déjà équipés de ces outils-là.
Alors donc l'ensemble de ces données-là, ça m'invite à me poser la question de qu'est-ce qu'on peut en tirer. Peut-être vous aussi, parce que je vous parle depuis 10 minutes et je vous présente des choses depuis 10 minutes, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce que je vous ai présenté là? Est-ce qu'il y a eu des études de fait? Est-ce qu'il y a eu des recherches qui se sont intéressées à ces questions-là? Est-ce que ce sont des dispositifs qui ont été pérennes, qui ont évolué, qui ont disparu? La télévision éducative, on ne peut pas penser qu'elle a vraiment été florissante et qu'elle est encore florissante actuellement. Il y a eu des recherches, vous imaginez bien, dans les années 2000 autour du tableau en Angleterre. Est-ce que nous, on s'est intéressé à ces études-là avant de l'introduire? Donc tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de regarder ensemble. Hein. Et puis les travaux aussi sur la formation des enseignants. Je vous ai parlé du plan IPT avec les travaux de Maha Aboud-Blanchard et en 2007 avec mes travaux à moi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut tirer de toute cette histoire-là? Vous voyez que ce sont des artefacts qui existent depuis longtemps et peut-être qu'on n'a peut-être pas assez regardé vers l'arrière avant de se lancer vers l'avant. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, sur la télé éducative, les travaux de Glickman en particulier font état que les plans d'expérimentation, donc avec un budget, 10 millions de francs en 63-64, plans d'expérimentation, ont été faits principalement pour pallier le manque d'enseignants et la formation insuffisante de beaucoup d'eux. Donc ça, c'est l'analyse qui est faite donc, de ces choix-là. Donc là, on voit que les technologies, elles peuvent être vues à certains moments comme des outils pour pallier à un manque de formation, à un manque d'enseignants. On voit aussi les réticences. Donc, tout d'abord, l'audiovisuel, c'est pas sérieux. Alors, le jeu vidéo, c'est pas sérieux non plus. Et donc, ça remet en cause le modèle traditionnel d'enseignement. Et la majorité du corps enseignant est soit indifférente, soit très réticente. Et les émissions sont considérées comme palliatives, avec donc des affirmations du type « la machine ne remplacera jamais le maître ». Donc là, les outils numériques, on voit, alors les outils non numériques, là, la télévision, on voit qu'elle rencontre des freins, et que ces freins, il faut en tenir compte, parce que on ne peut pas faire sans les enseignants, de toute façon. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que justement, la télévision et les responsables de la RTS Promotion, c'était la formation pour adultes, donc radio-télévision scolaire pour adultes. Ce sont en général des militants de l'éducation populaire, des convaincus et des passionnés de l'audiovisuel. Et ça encore, c'est un élément clé qu'on va retrouver dans les travaux que l'on a fait avec Maha et puis Maha Aboud-Blanchard et puis les travaux que j'ai fait plus tard. C'est que bien souvent, les formations ou les dispositifs technologiques sont aux mains de personnes qui sont convaincues, militantes, on va appeler des technophiles, donc là ce n'était pas des technophiles, c'était des passionnés de l'audiovisuel, et que ça va aussi poser un problème par rapport à leur diffusion. Et enfin, les analyses de Glickman, c'est que l'expansion rapide et le manque de formation des enseignants a fait péricliter le dispositif. Il y a eu un besoin de plus en plus d'émissions, donc ça a été ouvert, et que l'augmentation du nombre d'émissions a induit une baisse de la qualité, puisque donc les dispositifs de télévision scolaire ont été envahis de programmes qui n'étaient plus contrôlés par des enseignants et qui du coup étaient de moindre qualité. Ça, c'est l'analyse que fait Glickman des raisons pour lesquelles la télévision scolaire a mal évolué. Alors pour le TNI, si on regarde donc les travaux de Jean-Baptiste Lagrange, en particulier qui reprend donc les études comme Becta, qui est une étude anglaise, entre 2000 et 2006, Becta met en évidence que les TNI sont utilisés de façon problématique. C'est-à-dire qu'il y a bien 50% des leçons qui utilisent les ressources numériques, mais les usages sont très variables et principalement centrés sur la présentation et pas sur l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est que les TNI sont utilisés comme des vidéoprojecteurs pour présenter des ressources. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand on voit les observations des inspecteurs qui vont dans les classes, parce que eux, ils avaient l'impression qu'en 2001-2002, la plupart des élèves avaient l'occasion de rencontrer donc, les TIS dans de la résolution de problèmes, de l'exploration de problèmes mathématiques, et que, 6 ans après, c'est plus le cas. C'est-à-dire que les pratiques de monstration passées par le tableau numérique ont remplacé donc, des pratiques qui étaient plus riches avant que ces outils interviennent.
Et donc, ils analysent l'impact du TNI dans la classe, donc ça augmente le rythme de la classe. Et il y a des résultats contradictoires quant au gain pour les apprentissages. Donc Smith et Hall et Shaw disent que le gain n'est pas prouvé. Le gain pour Somek et Hall, c'est qu'il y a un gain quand il y a vraiment une incorporation des pratiques, des technologies dans la pédagogie et l'enseignement. Et que beaucoup d'enseignants deviennent très performants dans l'usage de leur tableau, mais pour des fonctionnalités qui n'exploitent pas pleinement les possibilités du numérique. Et un autre point intéressant, c'est que la formation a souvent été réduite à l'information qui était fournie par les fournisseurs. Et vous vous souvenez de la vidéo d'introduction que j'ai présentée. Donc, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, c'est que donc dans les travaux de 2000 à 2006, on avait déjà des indicateurs qui montraient que le TNI, ça n'allait pas aller de soi dans l'introduction, dans la modification des pratiques, qu'on avait des points d'attention. Et c'est peut-être intéressant de voir ce qu'on en a fait. Et ces avertissements-là, je ne suis pas sûr qu'on les ait vraiment pris en compte, alors que les travaux et les études existaient déjà. On peut dire qu'il y a des moments où les études ne sont pas assez rapides pour donner des indications. Mais là, on avait des indications sur ces éléments-là. Alors, maintenant, les travaux sur la formation des enseignants. Alors, la thèse de Maha Aboud-Blanchard et ses travaux ultérieurs portaient sur le plan IPT et mes recherches ont porté à moi sur les années 2000, sur la formation sur les pratiques de formation. Et en fait, ce qu'on met en évidence, c'est que il y a une forte centration des formations sur l'artefact. Que les formations sont en général mises en place par des formateurs militants convaincus qui n'ont pas de problème avec les technologies et pour lesquels l'artefact prime. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont avoir un nouvel artefact, un nouvel outil, et qui vont se dire ça, c'est super, je vais pouvoir faire ça, ça, ça avec, et je vais tout de suite en faire une formation. Excusez-moi, je vais tout de suite en faire une formation, et je vais former des gens que je vais essayer de convaincre de la pertinence de cet outil-là. Sauf que ça crée un très fort décalage entre les pratiques qui sont proposées et les pratiques des enseignants qu'on va former. Les pratiques sont souvent basées sur l'homologie, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire vivre aux étudiants, aux stagiaires, ce qu'on voudrait faire vivre aux élèves. Et donc c'est des formations qui marchent bien. Quand on interroge les formateurs en leur disant « mais comment faire échouer une formation aux technologies ?» ils disent « on ne peut pas ». Non, c'est super, les gens sont contents, donc on va leur faire vivre ce qu'on va faire vivre aux élèves, et effectivement, avec les technologies et des formateurs qui sont convaincus, qui sont capables de résoudre tous les problèmes qui vont être afférents à ces technologies, on se retrouve avec des formations qui tournent, des gens qui ressortent contents, mais qui pour autant ne peuvent pas embarquer ces choses-là dans leur pratique. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe, c'est que les formateurs nous disent « mais non, les technologies, elles ne sont pas intrinsèquement efficaces ». Et pourtant, dans leur formation, ils considèrent que la confrontation entre stagiaires et ordinateurs va permettre la formation. C'est-à-dire le fait de faire vivre, de faire avec les étudiants, les stagiaires, ça va permettre les apports, ça va permettre l'apprentissage, la formation, pardon. Il y a aussi beaucoup d'apports d'information dans ces formations des enseignants, beaucoup d'informations et très peu d'échanges avec les stagiaires. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les contraintes, le contexte, les difficultés, les doutes des stagiaires. Et de fait, quand on regarde finalement quelles sont les parties des pratiques, les dimensions des pratiques au sens de Robert, on peut regarder, en fait, dans les pratiques, il y a différentes composantes, en fait, elles sont très très peu questionnées et on interroge très peu les pratiques des enseignants. Elles sont très peu mises en cause, très peu questionnées. Et enfin, on voit une confusion entre les différents niveaux de genèse instrumentale. C'est-à-dire que l'homologie présentée dans les formations TIS, ça fait que finalement, on confond ce que le formateur doit savoir faire, ce que l'enseignant doit savoir faire et ce que l'élève doit savoir faire. L'exemple que j'ai moi filmé, c'est une formation sur les boîtes noires sur Excel, sur un tableur. Donc sur un tableur, vous mettez une formule de calcul qui agit sur 2 cellules et vous masquez cette cellule. Donc ça nécessite que vous ayez un système que vous sachiez où est-ce qu'on masque une cellule, où est-ce qu'on ne voit plus la formule. Et ensuite, on étend la formule, et puis les élèves font des tests. Donc, ils mettent 2 et 3, ils voient ce que ça fait. Ils mettent 5 et 1, ils voient ce que ça fait. Ils essayent d'inférer
quelle est la formule qui est dedans. Donc dans la formation, le formateur travaille sur comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met les petits dollars pour bloquer les cellules quand on fait du copier-coller, comment est-ce qu'on masque une cellule, comment est-ce qu'on verrouille une cellule de tableau Excel, etc. Mais ça, les élèves, ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont pas besoin. Et puis l'enseignant, celui qui va fabriquer, oui, il peut en avoir besoin, on peut l'admettre. Mais l'élève, c'est pas ça qui est important. L'élève, c'est comment est-ce qu'il sait que l'opérateur, il va agir toujours de la même façon. Parce que, décidément, parce que c'est pas parce que vous savez que la formule a été copiée-collée que l'élève va savoir qu'il n'y a pas... donc quand il met une fois 2 et 3 et la deuxième fois 2 et 3, l'ordinateur va mettre la même chose. Donc on ne questionne pas qu'est-ce qu'il est nécessaire que l'élève comprenne de l'artefact, comme tout à l'heure avec le 6. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut qu'un élève ait compris de ce qu'il est en train de faire pour qu'il puisse s'approprier ces outils-là. Donc il y a un vrai décalage entre les attentes des enseignants et les potentialités des TIS. Alors, sur les résistances au changement, on identifie plusieurs types de résistances, celles qui sont personnelles, institutionnelles, symboliques, mais surtout, on se rend compte que l'adhésion des enseignants, alors là c'était par exemple sur la calculatrice, elle est plus grande s'ils comprennent quelle est la plus-value de cet outil dans le travail de classe, et je dirais même plus sur les apprentissages des élèves. C'est-à-dire s'ils voient qu'il y a une plus-value sur les apprentissages des élèves. Alors, le dernier point d'analyse, ou l'avant-dernier point d'analyse, c'est on s'est intéressé à analyser massivement du discours. Alors, le portfolio numérique dans mon SP, c'est un dispositif sur lequel on faisait passer tous les travaux à une époque pour évaluer les stagiaires. À l'époque, c'était PE2, PE2 et PLC2. Et donc, il y avait des échanges qui étaient assez importants. Donc là, on a analysé 12 250 échanges par la méthode Alceste. Alors, c'est une méthode d'analyse de discours. Je ne vais pas me lancer dans des explications aujourd'hui, mais qui permettent de déterminer des mondes lexicaux. C'est Reinert qui a mis en place cette méthode-là. Et donc, on a analysé le discours et on se rend compte qu'il y a un discours qui est extrait par la machine, par le logiciel, qui est le discours autour des technologies, qui est spécifique, et qui est un discours autour des technologies et sur les technologies. C'est-à-dire que dans ce discours-là, quand on parle de TIS, on parle de fichiers, de FOAD, de mutualisation, de ressources, d'informations, de ZIP, de DZIP, etc. Et il y a un absent qui est caractéristique, c'est enseignement, séance et élèves. Donc ça questionne parce qu'effectivement, on a tout un pan, c'était la validation du C2I, 2E à cette époque-là. Tout le discours formateur étudiant que nous, on a capté à travers cet outil-là qu'est le portfolio, eh bien, on se rend compte que l'absent, c'est l'élève et qu'on est vraiment sur un discours technique. De la même façon, on a refait un travail sur les rapports de stagiaires de semestre 3 cette année, donc sur les rapports de l'an dernier. Et on se rend compte que, alors, dans nos rapports de stagiaires, vous savez, c'est les rapports de visite et de validation pour le master, c'est la liste des compétences, et il y a la compétence autour des usages du numérique. Et là, on voit encore que, de la même façon, le discours sur le numérique est isolé et technique. Donc là, on a un vrai questionnement sur comment faire pour que les formations, elles prennent en compte l'ensemble des dimensions des pratiques, et puis qu'elles permettent aux étudiants, aux stagiaires, de voir une réelle plus-value. Alors, deux petites études qui ont été faites par des stagiaires, des étudiants que j'ai encadrés en Master PIF, sur l'usage de la visioconférence, par exemple. Donc là, on se rend compte qu'on a une perte de rétroaction qui est due aux émotions, mais par contre qu'on a une perte des émotions. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a pas le contrôle. Les écrans sont trop petits pour qu'on puisse voir les attitudes faciales des étudiants. Et ça nécessite de la part de l'enseignant qu'il interroge les sites distants, qu'il vérifie qu'ils entendent toujours bien, qu'ils ne sont pas figés, etc. Par contre, ça ne modifie pas ses contenus. Et de la même façon, une seconde étude de master, cette fois sur les pratiques de formation à distance, où là, on montre que, alors sur quatre personnes mais qui ont été suivies pendant 1 an, sur 4 enseignants qui ont été suivis pendant 1 an, on a une reproduction des démarches en présentiel à distance. Et on a un décalage entre ce que les enseignants disent qu'ils souhaitent faire et ce qu'on voit effectivement implémenté dans les plateformes. C'est-à-dire qu'on revient à un modèle où on fait d'abord une introduction institutionnelle des contenus, ensuite on présente des exemples de situations, ensuite on leur dit bon, bah, vous allez expérimenter, ensuite vous allez en discuter entre vous et ensuite on fait une synthèse. Donc on reprend les modèles des formations que les enseignants faisaient en présentiel. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile?
Alors d'abord, est-ce qu'on a réussi à avoir un réel aspect cumulatif de la science quand on est en didactique? Est-ce qu'on arrive à vraiment collecter les choses? Est-ce qu'on arrive à prendre en compte les dimensions internationales de la science aussi? On a des artefacts qui changent vite, donc c'est difficile de se focaliser sur un artefact. On lance une étude. Vous voyez, là, l'étude sur le carnet de bord informatisé, on l'avait lancé à l'époque de la masterisation. On s'était dit on va faire une étude comparée avant et après masterisation. On n'a pas eu le temps de finir l'étude, qu'on était déjà dans les SP. Donc on s'est dit on va faire une étude comparée. Et donc, vous voyez, on n'a pas le temps de prendre, de produire des résultats qui peuvent donc alimenter la réflexion. Le temps de recherche, il est forcément long quand on commence à analyser des pratiques. Et puis quand on veut regarder l'effet sur les élèves, c'est effectivement un temps long. On parlait de PISA, Teams, etc., qui prennent des enfants de 15 ans. Il faut bien voir justement l'échelle sur laquelle on évalue les effets de ce qui est fait dans les classes. Et enfin, la difficulté de transposer les contextes. Parce qu'effectivement, on avait des résultats sur le contexte anglais. Est-ce que c'est si simple que ça de transposer d'un contexte à l'autre? Ce n'est pas forcément évident. Donc, quelle est la place du temps long entre les recherches et les décisions politiques? Ça, c'est effectivement un point de difficulté par rapport aux recherches sur les technologies. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, parce qu'en fait, depuis ce que je vous ai montré là, on pourrait se dire finalement, la drum machine, là, est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce que ça change? Est-ce qu'on pourrait reprendre des résultats de travaux là-dessus? En fait, ce qui a changé, c'est qu'on a un accès à l'information et une vitesse, donc tout partout, tout le temps. La communication interpersonnelle avec le travail collaboratif et les réseaux d'entraide qui se sont multipliés, c'est-à-dire que maintenant, vous avez un problème avec votre machine à laver, vous tapez dans un célèbre moteur de recherche et vous avez trouvé quelqu'un qui a eu le même problème et qui vous dit « tiens, moi j'ai fait comme ça ». Mais ça ne marche que quand vous avez une masse critique. Parce que là, si je vous parle de ma machine à laver, j'ai peu de chances que vous ayez la même. Voilà. Alors que là, avec Internet, ça devient... Voilà. Donc ça doit être la même chose au niveau éducatif. La logique de marché également, c'est-à-dire qu'on a des gens qui développent des outils. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'approprier des outils qui ont été développés avec des intentions. Et comment est-ce qu'on peut justement conserver ou non ces intentions. Et la place de l'enseignant et du formateur qui change par rapport aux enjeux de l'enseignement, par rapport à l'accès à l'information. Voilà. Alors, il est temps que je passe à des propositions. Alors, la première proposition, je vais l'emprunter à mon collègue Hussein Sabra. J'aime beaucoup cette métaphore-là. Ce qu'il dit, c'est que quand on a inventé le cinéma, on ne s'est pas mis à filmer le théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques communes, soit, mais on a réinventé des nouvelles choses quand on a fait le cinéma. On a réinventé des nouvelles façons de faire, nouvelles temporalités, on a des choses qui sont nouvelles qui sont permises. C'est-à-dire que, pour moi, cette métaphore-là, elle est intéressante pour repenser les formations et se dire qu'il ne faut pas forcément essayer de transposer ce qu'on fait déjà, mais repenser, inventer des nouvelles façons de mettre en place des dispositifs de formation. Donc les hypothèses que je prendrai, c'est donc d'abord prendre en compte les réticences. On voit bien que les réticences, elles ne sont pas nouvelles, que la crainte des enseignants d'être dépossédés du savoir, elle n'est pas nouvelle non plus, que l'aspect un peu accessoire des technologies avec la télévision, elle n'est pas nouvelle. Donc ces réticences-là, elles existent, elles sont sans doute inhérentes à notre travail, et il faut les prendre en compte sans les nier et essayer de leur apporter des réponses. Ne pas se centrer sur les artefacts. De toute façon, on voit bien que ces artefacts-là, ils évoluent à une telle rapidité que finalement, ce n'est peut-être pas les artefacts qui sont importants, mais beaucoup plus la formation des enseignants d'un point de vue plus supérieur à l'artefact. Réfléchir sérieusement à la plus-value des technologies pour l'apprentissage et se dire que quand on peut faire mieux sans, c'est peut-être pas la peine de faire avec. Et du coup, réduire le décalage avec les potentialités des technologies. C'est-à-dire essayer d'exploiter réellement les potentialités de ces technologies-là. Travailler sur les pratiques dans l'ensemble des dimensions. C'est-à-dire ne pas se poser la question uniquement de donner une compétence technique, même si vous voyez que c'est quand même une crainte de mes étudiants, de ne pas avoir la maîtrise technique de l'outil, mais c'est d'interroger l'ensemble des dimensions, mais aussi les dimensions sociales. C'est-à-dire que dans un établissement, on n'enseigne pas tout seul. Et donc, c'est aussi de voir
ces pratiques non seulement dans leur ensemble, mais aussi intégrées dans un système plus global. Ne pas centrer le travail sur les technologies elles-mêmes. Voilà. Et moi, il me semble que les recherches que je mène en ce moment m'amènent à penser qu'on a quand même un point aveugle, c'est les savoirs et les connaissances de formation. C'est-à-dire qu'on a mis en place un travail sur des compétences, et si on prend une définition basique de la compétence, qui est le triplet connaissance, capacité, attitude, est-ce qu'on est bien tous d'accord des connaissances qu'un étudiant stagiaire doit avoir, ou qu'un enseignant du premier ou du second degré doit avoir pour devenir enseignant? Alors, on a des connaissances pour lesquelles on a un certain nombre de points d'accord, sans doute. Ce sont les connaissances mathématiques. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'il doit savoir pour être enseignant? Juste, on parle de savoir. Et quels sont les savoirs qu'on va nous transmettre dans la formation des enseignants? Ben, moi, il me semble que c'est vraiment un point qui est mal identifié, qui n'est peut-être pas assez discuté, partagé entre les formateurs, avec la recherche, entre les enseignants également. C'est-à-dire, que doit-on savoir? Quelles sont les connaissances et les savoirs? Alors, connaissances et savoirs, je fais la distinction par rapport à... en gros, une connaissance est un savoir quand on sait qu'on sait. Pour faire simple aussi, mais et pour aller vite. Donc, oui, le savoir, il vit, il a une existence, il est institutionnalisé, etc. Les connaissances, elles sont plus en situation, on va dire. Donc, là, la question, c'est justement, qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des savoirs? Voilà. Alors, moi, je propose, du coup, 3 raisons d'utiliser les technologies numériques. La première, c'est quand on ne peut pas faire sans ou pas de façon raisonnable. Alors, le premier exemple que je vais prendre, c'est la géométrie dynamique. Quand je fais de la géométrie dynamique, ben, j'ai une petite plus-value. Là, j'ai 2 rectangles. Vous voyez? Et ben, il y en a un. Il a l'air d'un rectangle. On peut dire qu'en papier-crayon, ce serait un rectangle. C'est celui-là tout à l'heure, hein, ici. Donc là, celui-là, c'est un rectangle parce que si je prends mon équerre, il y a des angles droits. Mais dans un logiciel de géométrie dynamique, eh bien, je vais pouvoir dire à l'élève, moi, je veux que tu construises un rectangle qui résiste au déplacement. Et pour ça, tu dois embarquer dans le rectangle un ensemble de propriétés. Bon, ben ça, en papier-crayon, quand l'élève il dessine à la règle sans utiliser aucune stratégie, juste l'horizontalité et la verticalité, je suis bien en peine de lui dire qu'il n'a pas construit des perpendiculaires parce que quand je prends mon équerre, c'est des perpendiculaires. Là, dans la géométrie dynamique, on peut. Alors, on peut faire des choses plus anecdotiques, mais qui sont rigolotes aussi. Par exemple, on peut travailler sur la perception. C'est-à-dire, là, j'ai accroché l'objet sur une figure, le point sur une figure, pardon, et donc, je demande aux élèves d'essayer d'identifier sur quel objet est accroché le point. Alors, il faut bien évidemment, comme je vous le disais, avoir les élèves sachent ce que c'est qu'accrocher un point sur une figure au préalable. Donc là, je ne sais pas si vous devinez. Alors là, on va mettre le mode trace. Hein, et grâce au mode trace, on va pouvoir visualiser. Bon, ça, matériellement, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas sérieux de prendre des trucs en bois et puis de mettre des caches, etc. Là, on peut, voilà. Ça, c'est beaucoup plus facile. Donc là, la géométrie dynamique, elle permet de faire des choses sans. Alors, elle va pouvoir permettre de faire des choses sans, aussi au niveau de l'espace. Par exemple, là, je vais pouvoir demander à un élève, écoute, j'ai filmé ici, assis sur une chaise, ce qu'un élève voit quand il fait un tour sur lui-même. Voilà. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, je peux revenir en arrière, hein, puisque je peux, moi, avec ma souris, dire, hop, attendez, j'ai pas bien vu, là. Donc, je reviens en arrière. Donc, je peux faire mon tour complet sur moi-même. Je ne vais pas le faire trop, parce que vous allez avoir mal au cœur. Voilà. Et donc, maintenant, la question, c'est où est-ce que vous étiez assis? Vous n'avez peut-être pas fait regarder avec attention. En fait, vous étiez assis ici. Et ça, c'est intéressant, c'est que les élèves nous disent, je suis assis ici parce que quand je regarde vers le tableau, je vois une chaise devant moi. Donc, en fait, ils analysent l'espace en disant, puisqu'il y a quelque chose entre moi et le tableau, c'est que je suis au 2e rang. Et puis, quand je regarde vers la gauche, quand je fais un tour comme ça, là, je vois le bord d'une table.
Donc c'est qu'il n'y a pas de table entre moi et là. Voilà. Et donc ils déduisent comme ça la position. Alors je donne souvent l'exemple aussi du premier logiciel qu'on avait fait comme ça dans l'expérimentation Hermel CE2, c'est Plan de Châlons, où les élèves sont lâchés dans la ville de Châlons, donc une vue immersive. L'exemple que je donne souvent, c'est ça avec une classe, vous ne pouvez pas le faire. Vous mettez vos élèves au milieu de la ville de Châlons, vous leur dites, vous retournez à l'ESP, c'était à l'UFM à l'époque, en passant par le syndicat d'initiative, et ceux qui sont donc au commissariat au bout d'une heure sont en voie d'acquisition, et ceux qui sont revenus à l'UFM ont acquis, et puis les autres non acquis. Voilà. Bon. Donc on peut faire des choses sympathiques. Alors, justement, je vais essayer de passer très vite pour essayer de garder le temps. Mais on a aussi... alors tout ça, c'est des logiciels qui sont libres ou gratuits, ou tout du moins dont on peut avoir une version gratuite. On a Aurasma qui permet donc d'incorporer dans la réalité, donc faire de la réalité augmentée. Et donc ça reconnaît certains objets. Par exemple, là, ça reconnaît Big Ben, et ça fait apparaître quelque chose. Alors là, ça n'a aucune vertu pédagogique, mais on peut justement, avec le logiciel, faire reconnaître des objets, faire des rallyes, hein, et donc, ou reconnaître des formes et faire réapparaître des formes 3D par-dessus la réalité qui est vue au travers de la tablette. Alors là, ça a l'air un peu plus pédagogique, c'est l'idée de remettre à un endroit historique où c'était, mais en mathématiques, on peut le faire avec des objets, des solides ou dans le cadre de rallye. Des choses qui commencent à être étudiées, là on a des lunettes de vision 3D, je vous montrerai le logiciel avec lequel on peut le faire fonctionner aussi. C'est l'idée d'immerger l'élève à l'intérieur d'un environnement. Là, ça nécessite encore des travaux et des études sur la plus-value des apprentissages, mais c'est des outils qui existent et qui permettent donc d'immerger l'élève en 3D. Et ça fait vomir. Hein. Ça, quand on n'est pas habitué, Les simulateurs. Alors là, par exemple, je travaille avec le laboratoire Le Crestic. On a développé un outil qui est utilisé donc, en particulier pour le collège, le collège et le lycée, mais qui peut aussi être utilisé à l'école. C'est une maison virtuelle en 3D sur laquelle on peut agir et créer tout un tas de choses en domotique. C'est-à-dire on peut piloter les portes de garage, les ouvrants, les alarmes, le chauffage, regarder les consommations énergétiques quand j'ouvre ou quand je ferme la fenêtre. C'est un modèle réaliste, hein, le modèle thermique est réaliste. On peut placer la maison où on veut dans le monde. On peut mettre la température extérieure qu'on veut. On peut regarder si c'est plus intéressant de fermer les volets à telle heure pour avoir plus de chaleur, etc. Donc je vais vous montrer juste un petit élément. Et donc on a couplé cet artefact-là avec Scratch. Vous voyez, la maison est quand même plutôt belle. Hein. C'est de la vue à la première personne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir travailler sur plein de choses mathématiques au travers de cet outil-là, parce qu'on a les consommations énergétiques, comme je vous disais, tous les paramètres, le vent, l'humidité, la couverture. Et puis, on peut donc le coupler avec le Scratch. Et donc là, piloter la maison à partir de programmes qu'on fait en Scratch. Donc là, on programme la télécommande, par exemple, pour faire Voilà, c'est le petit programme qui permet. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de travailler des éléments de connaissance de domotique. Je vais couper le son parce que c'est pénible. Parce que une porte de garage, à un moment donné, si vous lancez l'action d'ouvrir, il va falloir penser à l'arrêter. Parce que il y a des capteurs, il y a des actionneurs, donc il y a tout un tas de dispositifs comme ça. Il faut avoir cette conscience-là que quand on lance un moteur, faut penser à l'arrêter. Ou bien si c'est juste quand on laisse appuyer le bouton qu'on ouvre, c'est un autre programme. Alors, la 3D, par exemple, ça fait partie aussi des choses qu'on ne peut pas facilement faire sans. Oui, alors, donc, emmener les élèves se promener dans une maison, jouer avec l'électricité, modifier les circuits, changer les températures, ça fait des choses, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sans. Donc là, on a de l'impression 3D. Alors là, c'est des stylos qui permettent de dessiner en 3 dimensions en allant suffisamment lentement. Donc ça fond le plastique en même temps et donc vous pouvez donc dessiner des structures comme ça dans l'espace. C'est des choses qui sont moins faciles à faire autrement. Je me souviens quand j'étais prof en collège, on avait un massicot sur lequel on avait mis un fil électrique relié à une batterie et on coupait des solides en polystyrène. Ça devait dégager des vapeurs toxiques, ça ne doit plus être réellement autorisé maintenant. Mais voilà. Donc. Et puis bon, les impressions 3D, évidemment, là, on a la possibilité de passer du virtuel au matériel et du matériel au virtuel. On a aussi parlé de la communication. Là, j'ai un petit exemple aussi de ce qu'on peut faire. Donc là, vous avez des élèves qui sont sur une maquette en 3D, en carton,
qui doivent communiquer à des élèves qui vont devoir retrouver une pièce dans une maison virtuelle. Donc là, eux, on l'a vu de dessus de leur maison avec toutes les pièces, et les autres ne voient que des portes fermées, et ils doivent aller par exemple dans la salle de bain. Donc elle sait où est la salle de bain, il faut qu'elle dise à l'autre comment est-ce que je vais dans la salle de bain. À droite. Ça vous suffit comme information? Elle a dit la première porte à droite. Bon, allez-y. Première à droite. Allô? Là, vous voyez, les élèves... Alors, est-ce que c'était la première à droite? Oui. Là, tu es au fond du... Comme tu es là, C'est ça ressemble. Voilà, donc là, c'est un outil qui favorise donc la communication entre les élèves et qui les oblige à se mettre à la place de l'autre et à penser à... Donc, il y a des élèves qui vont dire c'est la troisième porte, alors il faut savoir de quel côté. On a plusieurs stratégies. On peut aussi faire comme la stratégie du labyrinthe, hein, c'est-à-dire compter les portes en mettant la main sur la gauche. Enfin, il y a tout un tas de stratégies que les élèves découvrent. À droite. Hop, à droite. La deuxième chose, c'est que l'apprenant peut être plus efficace, plus autonome. On peut individualiser l'apprentissage. Et là, par exemple, moi, j'utilise le petit logiciel qui s'appelle TinyTap. C'est fait par des Italiens ou des Italiennes. C'est un logiciel qui permet de faire ses propres outils. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut construire ses propres outils en fonction de ce qu'on veut. Alors là, je vais vous montrer un petit exemple de moi, l'intérêt que j'y vois, la plus-value que j'y vois. Donc là, c'est un travail sur la bande numérique. On est en CE1, je crois, il me semble. Voilà, donc vous voyez que l'élève, il remplit dans l'ordre alors qu'il n'était pas complètement obligé. Je vais rentrer le clavier. C'est en bas à droite pour rentrer le clavier. Voilà. Alors là, on ne peut pas garder, enfin, dans le logiciel, on ne peut pas garder les données, mais en filmant, on peut avoir des idées sur les stratégies des élèves. Tu appuies dans la case. Voilà, donc là, vous avez compris le principe. Et là, donc, on passe à 3 autres bandes. C'est là que ça va devenir plus intéressant. Vous voyez, 30. Bon, il n'y a pas de suspense, hein. Ça va venir, parce que je n'ose pas trop y toucher. Voilà, deuxième bande. Et là... Voilà, là c'est reparti dans le bon sens. Bon. L'important, c'est que l'élève, si on avait fait le même exercice en papier-crayon, ce qui n'est pas très difficile, hein, surtout, alors celui où il faut relier, si on a fait le même exercice en papier-crayon, il pouvait tout à fait nous faire une feuille complète en mettant 50, 60, 70, 80, 90. Là, le feedback immédiat, ça permet de modifier les stratégies et ça évite que l'élève y fasse toute une série d'erreurs, d'enchaîner les erreurs comme ça. Alors, il y a d'autres outils qui permettent ça, WIMS, Hot Potatoes, Click 3.0, App Inventor, voilà. Abuledu. Alors il est difficilement trouvable maintenant parce que l'association a changé de façon de travailler, mais on peut encore le trouver si on cherche bien sur un moteur de recherche très connu, on peut toujours retrouver les applications. Donc c'est des logiciels qui ont été déjà évoqués dans des différentes copies RLM, qui permettent donc de travailler et de garder trace. Ce qui est intéressant, c'est que ça garde trace de l'activité de l'élève et que c'est entièrement paramétrable par l'enseignant, donc c'est vraiment des outils d'adaptation. Voilà. Et le troisième point, c'est quand la technologie a changé la donne, c'est-à-dire que quand la technologie, elle permet, par exemple, aux enseignants de fabriquer leurs propres outils, et puis que on peut peut-être plus, nous en tant que profs de maths, non plus ignorer la présence de ressources qui sont disponibles pour les élèves, de réponses aux questions qu'on leur pose peut-être à travailler chez eux, de choses comme ça, et puis que
il faut peut-être aussi qu'on leur donne les clés de la compréhension, par exemple du code, peut-être que l'apprentissage du code, alors je ne sais pas si c'est aux profs de maths de le faire, mais en tout cas, que de donner aux élèves les clés de la compréhension de ce que c'est qu'un code informatique, de comment un moteur de recherche cherche, par exemple, aussi. Ça fait partie des choses qu'on ne peut plus ignorer dans la société. Alors, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que c'est aux profs de maths de faire ça ou pas? Voilà. Alors, moi j'aime bien ce proverbe-là. C'est les informaticiens de chez nous qui disent ça. 99% des pannes se trouvent entre le clavier et la chaise. Voilà. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Et moi, je pense que c'est plutôt intéressant de former les enseignants à faire leurs propres outils. Parce que justement, quand je disais que l'informatique a changé la donne, c'est que grâce à des applications comme TinyTap, en 5 minutes, on peut faire une application qui va être sans doute nettement plus pertinente que beaucoup d'applications du commerce. Elle sera peut-être un tout petit peu moins belle, un tout petit peu moins verrouillée, mais au moins, elle correspondra vraiment à des besoins et à des spécificités. Là, j'ai plus le temps de vous le montrer, mais je peux juste vous montrer le tout début. Là, par exemple, mon application, elle a pris en compte le 7. L'élève, il a écrit 7 S-E-P-T. Et bien, mon application, elle l'a accepté. Parce que j'ai pensé à l'accepter. Par contre, il sera bloqué avec le 0. Il va vouloir l'écrire O. Et la question, c'est est-ce que j'accepte le O pour un 0 ou pas? Voilà. Donc ça, après, c'est un choix d'un enseignant. Mais c'est moi qui fais ce choix-là. De la même façon, pour les enseignants qui sont un tout petit peu plus armés en informatique, on peut utiliser App Inventor du MIT. Et donc là, en Blockly, on crée des applications pour Android. Et là, on a vraiment accès à tout ce qui est variable aléatoire, etc. Et puis, on est sur des approches différentes, des hybridations de l'enseignement, peut-être du cours inversé aussi. Et alors, c'est dommage que, sinon j'aurais pris la photo du parcours où est-ce qu'il est, d'Arnaud de ce matin, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a des outils, et puis, alors c'est des outils qui sont conçus sans doute pour autre chose à l'origine, et on va les déployer pour faire quelque chose. Mais ce n'est pas l'outil qui est important, c'est ce qu'on fait de la chose, c'est de la façon dont on programme les parcours. Alors là, moi j'aime bien cet outil-là, c'est Make. Ça permet de transformer n'importe quoi en une clé, c'est ça l'idée. Et en fait, sur le port USB, vous pouvez donc relier. Alors là, vous pouvez faire un piano avec des carottes, je ne sais pas quel est l'intérêt pédagogique, mais vous pouvez aussi vous servir du fait que le graphite soit conducteur, et donc vous pouvez rendre des dessins complètement conducteurs et renvoyer vers l'ordinateur des informations qui sont du monde extérieur. Donc ça fait une interface, et ce qui est intéressant, c'est justement de l'utiliser de façon pédagogique. Donc pour moi, l'important, ce n'est pas l'artefact, ce n'est pas Make, ou ce n'est pas le système de localisation par clé, c'est ce qu'on peut embarquer avec. Voilà, donc je passe très rapidement sur Timio, Nao et autres. Ouais. Alors, moi, il me semble que pour la formation avec le numérique, et quand je vous disais changer les façons de faire, on peut déjà changer la visio par rapport aux travaux de mes étudiants. La visio immersive, ça résout une partie des problèmes. Mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est de modifier la façon dont on forme grâce aux technologies. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans les travaux des étudiants, la grosse difficulté, c'est de faire rentrer le terrain en formation et la formation dans le terrain. On peut faire de l'analyse de pratique, on peut faire filmer des choses, etc. Alors nous, on a pris un autre, quand je dis nous, c'est avec Hussein Sabra, on a pris une autre stratégie, c'est que les pratiques, on va les embarquer, mais au travers de simulateurs. Alors on a développé 2 simulateurs, donc le SIC, simulateur informatique de classe, il est en ligne, gratuit d'accès. Il permet de simuler donc les actions que fait l'enseignant dans une classe et de voir les rétroactions sur ce qui se passe sur les élèves. C'est un simulateur qui est conçu sur des dimensions didactiques essentiellement, c'est-à-dire que c'est les choix didactiques qui sont simulés et pas des choix comportementaux. Voilà. Donc là, vous pouvez cliquer, donc par exemple, rien que pour la consigne, alors vous leur demandez d'allumer, vous leur demandez de ne pas allumer, vous leur donnez la consigne comme ça, donc ça c'est un choix pédagogique, c'est un mauvais exemple, mais en tout cas ça fait partie de la séance. Et puis on va incorporer ce simulateur à l'intérieur d'un scénario de formation où on va demander aux étudiants d'anticiper sur ce qu'ils feraient, de vivre la séance sur simulateur, donc ils vont la vivre plusieurs fois, rapidement, donc on va pouvoir enchaîner les simulations et enchaîner les expériences, donc accélérer les expériences. Et puis à la fin, le simulateur va renvoyer ce que les élèves ont appris, donc ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de dire à la fin de la séance et ce qu'ils sont capables de dire une dizaine de jours après.
Et donc ça, c'est basé sur des expérimentations et des données qu'on a recueillies, hein, des données sur une dizaine de scénarios. Donc notre simulateur a eu déjà 1840 visites, 42% de survol, et nous on l'utilise en pré-pro, en M2, et puis dans des formations continues. Et en moyenne, en une session de 2 heures, donc analyse, mise en œuvre et mise en commun, et on parlait des mises en commun ce matin, mais une vraie mise en commun où on prend du temps pour échanger avec les personnes sur les pratiques, etc., on a 4,8 essais en moyenne. L'autre simulateur qu'on a développé, c'est SAP, un simulateur d'analyse de pratique. Alors lui, il est basé sur un agent conversationnel humain. Et donc, il permet de simuler, pour l'instant, uniquement l'analyse de pratique entre un tuteur et son tutoré. Donc là, on a simulé l'analyse de pratique. Donc vous avez ici la séance qui peut être visionnée et un système de questions. Et donc l'agent communicationnel réagit à des émotions, parle, répond, et vous lui parlez également par l'intermédiaire d'un système de choix. Et donc là, on est sur de la 3D. Alors, je dis pour l'instant parce qu'on essaye de développer des projets qui permettraient de transformer le premier simulateur qui est ici, qui est pas très très fun, hein, on va dire, dans cet environnement-là. C'est-à-dire avec des vrais élèves virtuels, des vrais agents conversationnels également. Et donc là, on forme les enseignants là-dessus. Quand je vous dis voilà, donc ça c'est les... Alors, ça peut paraître anecdotique, mais les travaux de psychologie récents montrent que l'agent conversationnel, son attitude, elle va avoir un impact sur la façon dont vous recevez et dont vous apprenez les choses. Et ça a été des travaux qui ont été menés assez récemment, en particulier sur des gens schizophrènes. Et non, mais je ne dis pas que les enseignants sont des schizophrènes. Mais disons que c'est encore plus flagrant, on va dire. Et ça permet donc de mesurer un impact de l'agent conversationnel. Et puis donc pour terminer sur une note, j'ai hésité, mais je l'avais mis dans le compte rendu, enfin dans le descriptif. Donc je me suis dit bon, je vais quand même en parler un tout petit peu. Le big data et les learning analytics, c'est-à-dire des choses qui sont en train de se développer en ce moment. Donc les Learning Analytics, c'est l'idée d'utiliser les données d'apprentissage qui sont sur tous les logiciels, les plateformes, etc. De façon à quoi? C'est ça qui est intéressant de savoir. Normalement, l'idée, c'est pour Mayer, par exemple, c'est d'essayer de prédire les comportements qui sont à risque. C'est-à-dire qu'ils prédisent à 2 tiers, c'est-à-dire à 66% de chance, les taux d'échec des étudiants en IUT en analysant leur comportement d'apprentissage. Donc l'idée étant d'essayer de prévenir au plus tôt possible. Donc dès que l'élève a fait 2 clics sur la plateforme, ça lui dit « Oh là là, t'es mal parti ». Voilà. Alors, non, je plaisante, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et l'idée, ça peut être ça. Il y a un projet Apéréo, hein, il y a bien le E, hein, qui est donc l'idée d'utiliser les learnings analytiques, et en particulier dans le contexte français, les choses qui sont développées sur les plateformes, de façon à déterminer des profils d'apprenants et identifier des choses, tout en sachant que la CNIL précise bien quand même que ce sont des contenus sensibles, qu'il faut éviter l'utilisation commerciale, hein, évidemment, de ces données-là, et surtout qu'aucune décision ne peut être prise pour un individu basée sur un calcul automatisé. C'est-à-dire qu'il y a ce point d'attention important à avoir. Voilà. Et le dernier petit exemple, c'est par exemple là, le projet Hypermind, donc d'un manuel qui est relié à des lunettes avec de l'eye tracking et qui permet donc d'analyser les moments où l'élève est obligé de relire 2 fois pour lui fournir des aides adaptées, donc des choses comme ça. Donc ça, ce sont les choses qui sont en train de se développer par rapport au big data et donc aux learnings analytiques. Voilà. Merci de votre attention. Nous avons maintenant un quart d'heure pour les questions. J'hésitais à conclure sur un point anxiogène, c'est pour ça que... Voilà, et donc vous aurez la bibliographie aussi par rapport à tout ça. Donc si quelqu'un...
Tatiana Believa de l'ESP de Strasbourg. Je voulais juste savoir si vous avez eu l'occasion de regarder l'usage des manuels sur tablette, parce qu'en Alsace, il y a une expérience de classe tablette. Est-ce que vous en savez quelque chose? Non, moi, j'ai pas regardé. Je sais qu'il y a des études justement sur les manuels en général, mais j'ai pas de. Ça fait pas partie du champ que j'ai étudié, même si effectivement, ça fait partie des ressources. Le sentiment que j'en ai pour les avoir un peu. Enfin, évidemment, on les présente à nos étudiants, mais j'ai pas d'études sérieuses que moi je connaisse sur ces questions-là. Je suis vraiment désolé. Nathalie Ben Moussa, SP du Havre. Je voudrais savoir si vous avez eu l'occasion d'utiliser vraiment le simulateur d'analyse de pratique. Bien sûr. Oui, ça fait. Ça pose beaucoup de questions sur le crédit accordé d'une certaine façon à la parole de l'étudiant, qui peut se sentir peut-être un peu dévalorisé en se disant ce que je vais dire c'est tellement, entre guillemets, bateau qu'on peut prévoir toutes mes questions et toutes les réactions à avoir. Alors justement, lequel de simulateur? Les deux, je les utilise, ça c'est sûr. Duquel vous souhaitez parler? En fait, celui-là, là celui-là ou l'autre peut-être. Alors, le premier que vous avez présenté. Oui, celui-ci. Celui avec l'avatar. Il est, on l'a vraiment, on l'a testé depuis 2010. Hein. On l'expérimente depuis 2010. Donc non, alors c'était vraiment la crainte qu'on avait au tout début. Hein. C'est-à-dire quand on a proposé ça aux étudiants, on s'est dit, ils vont nous rire au nez et ils vont nous dire, votre truc vous le remballez. Alors d'abord parce que c'est pas très beau et puis en plus parce que, mais en fait non, ils considèrent que après utilisation qu'il est suffisamment réaliste. Ils nous disent même, de toute façon, vous nous auriez présenté une vidéo, c'est qu'un exemple parmi d'autres, etc. Donc non, ils l'acceptent comme un outil de formation. Ils y rejouent quand ils rentrent chez eux, puisqu'on a les traces des réutilisations. Et ils le prennent comme une façon, effectivement, d'analyser un petit peu ce qu'on veut travailler dans la formation. Et, donc non, on n'a pas de rejet de cet outil-là. Quant à la parole de l'étudiant, elle n'est pas conservée. Celui avec l'avatar, j'ai compris que c'était une discussion entre l'étudiant et l'avatar. Tout à fait. Alors celui avec l'avatar, au contraire, c'est-à-dire qu'on leur fait jouer le formateur, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, tu visionnes la séance d'une stagiaire virtuelle qui est là, donc on voit des éléments de sa séance, elle utilise un logiciel de géométrie dynamique, et par exemple, elle n'exploite pas le fait que les points soient résistants, par exemple. Hein. Et donc, ils doivent essayer, par l'entretien, de l'amener soit à se rendre compte. Alors, en fait, ce qu'on veut travailler, je reprécise un petit peu, on leur demande avant de se positionner suivant ces 4 dilemmes-là. Donc ces dilemmes-là, ils ont été identifiés dans un travail de thèse de ma collègue Claire Mieuxet autour de l'activité de tutorat. Et donc on leur dit, positionnez-vous, est-ce que vous êtes plutôt du côté transmettre le métier ou du côté faire réfléchir la personne? Est-ce que vous pensez être plutôt du côté je pointe les erreurs et les réussites, ou bien j'essaye de les faire émerger? Est-ce que vous êtes plutôt du côté je soutiens ou j'évalue? Et guider ou laisser libre ses choix? Et puis, ensuite, donc, ils mènent la séance, ils essayent d'amener l'étudiante virtuelle à quelque chose, et à la fin, le logiciel leur dit, moi, voilà comment je vous positionne. Et ce positionnement sur l'artefact, il fait l'objet d'une discussion, et ils nous disent, non, mais moi, je ne suis pas d'accord, je trouve que je ne suis pas positionné comme ça, voilà le positionnement. Je trouve que je ne suis pas positionné comme ça. Non, quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire ça, etc. Et donc, ça nous permet d'engager la discussion. En fait, c'est des dispositifs pour engager la discussion. Je me demandais si l'avatar avait le rôle d'étudiant ou de formateur, et ça me questionnait beaucoup, un avatar formateur. Il a le rôle d'étudiant, et au contraire, il neutralise tout un tas de choses. Et d'ailleurs, il me demande, les étudiants, mais moi, je suis quoi? Je suis inspecteur, je suis collègue, je suis étudiant, je suis... Qu'est-ce que je suis quand je fais l'entretien? Et ça permet de dire, tu es toi et tu fais un entretien et de discuter justement sur qu'est-ce qui est important, quels sont les savoirs que tu vois au travers de cette séance-là. Voilà. Merci. Alors j'ai des films qui sont en cours d'analyse sur SAP. Fabien, c'est sur les 2 éléments que j'ai retenus de ce que tu as présenté. Il y en a un qui concerne la formation aux outils numériques du côté des enseignants. Et après, la partie de
l'usage des outils numériques pour les formateurs, comme le simulateur que tu présentes. Je reviendrai sur le premier. Tu parlais du plan informatique pour tous. Je me demande, par rapport aux outils informatiques, enfin, tu parlais des compétences. On se rend compte chez les PE qu'on doit évaluer leur capacité à utiliser du numérique. Ça fait partie des compétences professionnelles qu'on évalue pour les PES. Et où est-ce qu'on en est un peu là-dessus? Parce que tu as dit un peu les dérives qu'on avait sur l'arrivée tout de même plus importante. Et encore, ça dépend du TNI, comment il est utilisé. On a Timio, on a les Bebop qui sont arrivés. Et il y a sûrement d'autres choses qui vont encore arriver. Il y a les tablettes, mais comment faire pour que ça ne devienne pas des gadgets et qu'ils disparaissent comme ça a fait pour le plan informatique pour tous. Et le souci, c'est comment former ou comment donner la plus-value qu'on peut avoir par rapport à ces outils. J'ai l'impression que c'est des choses... On revient sur des erreurs qui ont été faites à un moment donné. On n'arrive pas à former spécifiquement les enseignants à l'usage de ces outils numériques de façon intelligente. Alors moi, le parti pris, c'est de dire d'abord, la démarche que j'ai proposée avec les outils numériques pour la formation, elle était d'abord sans les outils numériques. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'il faut impliquer dans les formations aux usages du numérique au maximum les pratiques des enseignants, les importer au maximum dans la classe pour pouvoir avoir une chance de les transformer et de travailler sur le fond beaucoup plus que sur les artefacts. Et l'idée, c'est justement ça, c'est dans les formations, c'est de se détacher de l'artefact, de le remettre vraiment à sa place et de travailler des choses qui sont des compétences, des connaissances et des savoirs, qui sont des savoirs sur vraiment l'enseignement des mathématiques et les plus-values que peuvent apporter ces différents outils-là. C'est-à-dire que moi, je m'en moque qu'ils utilisent CarMetal, GeoGebra ou Cabri, du moment qu'ils aient compris le principe de ce que c'est que la résistance des objets dans un logiciel de géométrie dynamique. Quand je parlais de Makey, c'est même extra mathématique. C'est comment est-ce qu'on mène un projet pédagogique complet qui fait intervenir plusieurs disciplines. Alors pour les professeurs des écoles, ils sont polyvalents, donc ils ont cette possibilité de faire intervenir plusieurs disciplines dans leur truc. Donc c'est des choses comme ça qu'on essaye de travailler en essayant de leur montrer que finalement l'artefact, il n'a pas d'importance. C'est pas ça qui doit être central dans leur questionnement. Et dans les institutionnalisations, quand je dis on met en place des dispositifs de formation qui sont basés sur les travaux d'Aline Robert un peu en 3 temps, une analyse d'une problématique, un questionnement, un problème d'enseignement, une confrontation, une analyse et une généralisation avec le fait de dégager une problématique. Et on essaye à chaque fois dans les cours de dégager cette problématique qui doit être supérieure à l'artefact. Je ne sais pas si je réponds. Les pistes de formation qu'on essaie d'employer, c'est ça. C'est-à-dire le fait de les amener à prendre du recul et à développer autre chose que des connaissances simples sur les outils et les techniques. Oui, merci. Merci pour cette conférence vraiment très pertinente. J'avais une question sur l'international. Vous avez évoqué la dimension internationale de la recherche. J'étais en Colombie il n'y a pas très longtemps où on se posait exactement ce genre de questions et j'avais l'impression qu'on était à peu près 15 ans en arrière sur la réflexion de l'outil, l'usage de l'informatique dans les classes et surtout la formation des professeurs. C'était ça le thème de la conférence. Est-ce que vous avez... vous exportez vos réflexions à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, ou est-ce que vous importez aussi de l'étranger? Est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui en France, c'est un constat temporellement partagé, ou est-ce que vous voyez des endroits où on a réussi justement à résoudre le problème qui vient d'être posé? Alors, on essaye d'exporter, oui, mais surtout, ça je pourrais y revenir après, mais on essaye effectivement de faire une revue de littérature internationale, d'essayer de s'intéresser aux différentes études. Après, il y a plusieurs barrières qui peuvent exister. Alors, il y a la barrière de la langue, évidemment. Les études anglaises, américaines sont assez facilement accessibles. Quand on commence à être sur la didactique
en Allemagne, il y a des travaux en anglais, mais il y a aussi beaucoup de travaux en allemand, et là, ça complique les choses. Mais il y a des études qui sont publiées en anglais. Le problème, c'est aussi la transposition des cadres, c'est-à-dire que des cadres et des contextes. C'est ce que je disais un petit peu. C'est pas si évident que ça de transposer d'un cadre et un contexte différent. Quand on voit, par exemple, aux États-Unis, le cadre PCK, Professional Content Knowledge, TPCK, avec la couche technologique, on voit qu'il est ancré dans quelque chose qui est très lié à des systèmes d'évaluation des enseignants, etc. Et transposer des résultats directement, c'est assez difficile et ça nécessite des études transversales. Alors, il y a des travaux qui cherchent à mettre en relation les différents cadres. En particulier, le projet, ça ne va pas me revenir, avec Michel Artigue, le projet qui cherche à mettre en place, en relation les différents cadres théoriques. Lexicon, par exemple, ouais. Après, quant à l'exportation, on essaye de publier dans des revues internationales, etc. Alors, quant à l'Amérique du Sud, on a, dans l'esprit de l'Académie de Reims, on a un double diplôme avec l'Argentine et la Colombie, un diplôme de formation de formateur. Donc, on essaye effectivement de travailler avec ces pays-là pour voilà. Et on met en place un master de formation à distance, complètement à distance, en septembre, ouvert à l'international. Donc on essaye justement de s'ouvrir avec toutes les limites de la langue et de... Tu vis des cerveaux ?